Une émission spéciale de la matinale baptisée Question de méthode, émission réalisée en partenariat avec France Bleu. Et ce matin, nous recevons Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche. Il brigue pour la première fois la présidence de la République à tout juste 39 ans. Au coude à coude dans les sondages avec Marine Le Pen, il espère créer la surprise le 7 mai prochain. Il serait, dans ce cas, le plus jeune locataire de l'Élysée sous la Ve République et de l'histoire de France. Alors avec Vincent Mangin de France Bleu, nous allons l'interroger tout d'abord sur les problématiques régionales, puis sur sa méthode de gouvernance et enfin sur les questions qui font l'actualité du jour. Et si vous aussi vous souhaitez bien l'interroger ou tout simplement réagir dans cette émission, faites-le sur Twitter avec le hashtag Polmat. Mais tout de suite, à la une, le journal salue cette avancée en termes de transparence. Merci Cahuzac, titre l'éditorialiste qui concède que cet exercice nouveau a bien sûr quelque chose de gênant. C'est un peu comme regarder par le trou de la serrure. Mais l'idée est de faire apparaître les intérêts financiers des candidats et donc les éventuels asservissements qui en découleraient. Et quand on sait qu'on le doit quelque part à Monsieur Cahuzac, c'est assez savoureux, conclut le journaliste. Et le Parisien rappelle toutefois que ces déclarations sur l'honneur ne sont pas contrôlées. C'est un vrai pas en avant, confirme pourtant Daniel Lebègue, président de l'ONG Transparency International, dans les colonnes du quotidien. Notre pays a fait en 4 ans des progrès considérables sous le mandat de François Hollande, mais il faut aller plus loin, affirme le militant. L'ONG a soumis 11 propositions aux candidats à la présidentielle pour rendre moins opaques, par exemple, les indemnités des parlementaires et la rémunération des assistants. Tous les candidats ont répondu, explique l'ONG Transparency International, sauf Jean Lassalle et François Fillon. Pour notre émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle, tout de suite l'interview dans Question de méthode. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur LCP, émission en partenariat avec France Bleu. Bonjour Vincent Mangin. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous pour nous vous interviewer pendant 35 minutes. Nous allons d'abord commencer par les problématiques régionales avec les remontées des locales de France Bleu. Mais avant cela, une question d'actualité. Vincent, c'est vous qui posez cette première question. Emmanuel Macron, une question qui s'impose après l'attaque terroriste de Londres hier. Quel message souhaitez-vous adresser aux Britanniques et aux jeunes Français qui ont été blessés hier? Bien évidemment, d'abord un message de condoléances et de sympathie, d'amitié forte à l'égard de la Grande-Bretagne, du peuple britannique et de ses dirigeants. J'ai eu l'occasion hier de m'entretenir avec l'ambassadeur Grande-Bretagne à Paris. Et puis, nous verrons ce que la journée permet d'élucider. Je crois que ça montre, si besoin était, une fois encore, la communauté de destin dans laquelle nous sommes plongés. Le terrorisme frappe, on le voit bien, tous les pays d'Europe, de nombreux pays du monde d'ailleurs aujourd'hui, en particulier du monde libre. Et il montre la nécessité d'accroître notre coopération, notre travail en commun, et de tout faire pour lutter contre justement ces actes odieux et ce terrorisme. Je reste très prudent puisque on a bien vu qu'aujourd'hui l'enquête nous conduit à pointer une responsabilité d'un terrorisme islamiste, mais il n'y a pas encore eu de revendication, donc je tiens à rester très prudent. Et puis je voudrais avoir un message également de sympathie pour les familles des jeunes lycéens de Concarneau, celles qui évidemment ont été très inquiètes hier, mais ont eu de bonnes nouvelles en fin d'après-midi et attendent le retour de leurs enfants, et puis les familles qui sont allées au chevet de leurs enfants, dont je comprends que nous avons aujourd'hui de meilleures informations qu'hier soir, mais qui vivent encore dans l'angoisse. Est-ce que vous assumez le bilan de François Hollande en matière de lutte contre le terrorisme ? Mon rôle en général n'est pas d'assumer un bilan. Il est de proposer un projet cohérent aux Français lors de cette élection. Mais j'ai eu l'occasion de le répéter plusieurs fois. Je considère que ce qui a été fait en matière de lutte contre le terrorisme, tant dans les initiatives en matière européenne qu'au niveau national, est un programme cohérent, ambitieux et structuré. D'ailleurs, je note que la plupart des candidats, à l'exception de l'extrême droite, ne proposent pas de remettre en cause ce qui a été fait depuis 2 ans par les gouvernements successifs et ils ne considèrent pas que c'est l'incurie. Je pense qu'il fallait réinvestir dans notre sécurité, ça a été fait avec des embauches. Je propose d'aller plus loin en embauchant 10 000 policiers et gendarmes. Ce qui a été fait au niveau international dans la lutte contre le terrorisme islamiste, en particulier au Mali ou en Syrie, était nécessaire dans le cadre de ces coalitions. C'est aussi pour ça que je considère que ça demeure la priorité de notre politique internationale et que l'effort de défense qui s'impose, je l'ai confirmé, avec un objectif de 2% à horizon 2025.
Le gouvernement actuel a commencé à reconstruire des forces de renseignement qui avaient été largement endommagées. Moi, je propose d'aller au bout de ce travail et justement de continuer à structurer, mettre davantage de force sur le terrain et structurer une unité au niveau national en matière de renseignement qui est absolument indispensable. Puis il y a tout le sujet et tout le volet de la coopération européenne. Et on va le voir avec, je pense, ce qui s'est passé à Londres. On l'a vu aussi lors de Berlin. Vous êtes pour une Europe de la défense ? Les choses ne sont pas aussi simples. Je suis déjà pour une très grande coopération au niveau de renseignement et un meilleur contrôle. J'entendais encore ce matin Madame Le Pen dire qu'il faut contrôler nos frontières. Je pense qu'elle est mal informée. On a des frontières, les frontières de Schengen. Moi, je préfère et je veux qu'on les contrôle encore davantage et qu'on mette davantage de forces de l'ordre. Ensuite, il y a une coopération et Schengen permet de restaurer des contrôles aux frontières. Je rappelle que depuis novembre 2015, la France a restauré des contrôles aux frontières. Il y a des millions de personnes qui ont été contrôlées. Emmanuel Macron va en venir. Des gens qui ont été arrêtés. Donc, il faut cesser les contre-informations. Par contre, sur ce sujet, moi, je souhaite intensifier la lutte et c'est pas une Europe, je souhaite une Europe de la défense, mais je suis réaliste. Dans les prochaines années, il y a peu de chances qu'elle voie le jour de manière efficace. Je suis pour une coopération structurée en matière de défense avec au moins l'Allemagne et la Grande-Bretagne, même hors de l'Union européenne. Et je suis pour une coopération extrêmement renforcée en matière d'échange de renseignements. On en vient donc à nos problématiques régionales. Vincent, tout d'abord une question qui nous vient de France Bleu Picardie. Effectivement, et qui finalement fait suite également à toutes ces questions européennes. On va parler de Whirlpool, une usine que vous connaissez. Vous avez des attaches fortes avec Amiens. Whirlpool, on en a beaucoup parlé, va délocaliser une partie de ses activités en Pologne. Le Premier ministre a annoncé 220 millions de mesures pour aider la ville et le bassin d'emploi finalement à réorienter une partie de ses activités. Alors ma première question est très simple sur Whirlpool. Est-ce que l'État doit intervenir dans ce genre de dossier où 360 emplois sont concernés et je le rappelle, où 63 millions d'aides publiques ont été versées à une entreprise? Alors, sur le cas de Whirlpool, moi-même, j'ai été très surpris quand la nouvelle, justement, a été annoncée. Pourquoi ? J'ai été pendant près de 2 ans ministre. J'ai été à plusieurs reprises à Amiens, puisqu'il y avait le sujet Goodyear à gérer. Nous avons commencé un gros travail avec les élus locaux, avec les services de l'État de revitalisation. À aucun moment, ce sujet n'a été soulevé de manière sérieuse. Donc, la décision a été brutale, sans aucune forme de négociation. Et d'ailleurs, l'entreprise n'a pas souhaité négocier avec le gouvernement, j'étais à ce moment-là parti, des conditions de sa décision. La deuxième chose, c'est que les syndicats de l'entreprise ont été particulièrement responsables et avaient accepté des négociations, des réaménagements de l'organisation du travail, et donc étaient rentrés dans la logique pour laquelle moi je plaide beaucoup de négociation. Donc moi je considère que la décision du groupe a été une décision brutale, unilatérale et très honnêtement qui n'aide pas un pays comme le nôtre à réformer, parce qu'elle est incompréhensible. Mais que peut faire l'État ? Alors l'État, par la loi, a déjà imposé des conditions à Whirlpool. Ils vont d'abord aller au bout du dialogue social, et dans le cadre de ce dialogue social, ils vont devoir expliquer leurs décisions et en rendre compte. Je vous rappelle qu'il y a des procédures d'ailleurs qui ont été mises en place par les lois successives des dernières années, qui leur mettent quelques contraintes. Ensuite, il y a une obligation de trouver un repreneur, puisqu'ils sont dans la fermeture du site. Ils ne diminuent pas, ce n'est pas simplement un plan social. Et donc, au titre de la loi, ils doivent aujourd'hui chercher un repreneur. Et c'est dans ce cadre-là, à travers un travail de reprise et de réembauche, qu'une contrainte leur est posée. Moi, je regrette très profondément cette décision. Je pense qu'il faut continuer à mettre la pression sur le groupe. Je ne veux pas faire de promesses d'estrade. Alors justement, le gouvernement affirme avoir mis Whirlpool face à ses responsabilités. Oui. Est-ce que ce n'est pas plutôt la France qui est face à ses responsabilités, celle d'être la championne d'Europe des charges sociales ? D'abord, c'est faux aujourd'hui. Depuis le pacte de responsabilité, ça n'est plus le cas. Ensuite, c'est si vous voulez, une compétition sans fin. C'est aussi pour ça que je plaide pour une plus grande harmonisation sociale et fiscale en Europe. Parce que nous ne sommes plus les champions, entre guillemets, en la matière. Moi, je propose d'aller plus loin avec un programme qui baisse de 6 points les charges jusqu'à 2,5 SMIC et 10 points au niveau du SMIC, et qui baisse l'impôt sur les sociétés. Mais à côté de ça, vous avez des pays à très bas coût en Europe de l'Est, sur lesquels vous ne pouvez rien, puisqu'ils n'ont pas le même modèle social. Bon. Vous n'empêcherez jamais des groupes, des entreprises de choisir, de préférer des pays qui ont ces coûts. Il faut renégocier la directive des travailleurs détachés ? Alors, c'est autre chose que le cas Whirlpool, hein. Je peux y revenir, mais sur le cas comme Whirlpool, vous n'empêcherez jamais de toute façon qu'il y ait des choix d'allocation. Ça suppose,
d'être compétitifs. 2, d'avoir une meilleure coopération européenne. Mais 3, d'avoir aussi des groupes qui prennent leurs responsabilités sur lesquels on met davantage de pression à travers ce que j'évoquais. Sur le travail détaché, qui n'est pas le cas Whirlpool, mais qui est la problématique d'un travailleur qui vient d'un pays de l'Union européenne et qui travaille dans un autre. Il faut là-dessus, on a près de 300 000 travailleurs détachés. Ça, ce qui pose un problème, c'est le travail détaché illégal. Parce qu'un travailleur détaché, il doit venir travailler aux conditions françaises. Donc il ne peut pas y avoir un travailleur détaché européen qui travaille en dessous du SMIC. S'il travaille en dessous du SMIC ou sans respecter les règles, c'est illégal. Mais vous savez que les charges sociales sont payées dans le pays d'origine. Tout à fait, mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est le problème du travail détaché illégal. Parce que je rappelle que la France a presque autant de travailleurs détachés français qui vont ailleurs. Donc ceux qui proposent de déchirer tout simplement la directive et d'arrêter, ils iront l'expliquer aux centaines de milliers de Français qui tous les jours vont travailler aux Pays-Bas, en Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, en Espagne ou en Italie. Bon, ça n'est pas mon souhait. Par contre, moi je pense qu'il faut, renforcer les contrôles. Dans la loi que j'ai portée, j'ai justement permis, ça rentre en vigueur en ce moment, cette carte d'identité et d'identification, en particulier dans le BTP. Elle était demandée. Ça, c'est une avancée concrète très importante. La deuxième chose, c'est qu'il faut là aussi travailler dans le cadre de cette directive pour éviter certaines distorsions. Vous l'avez dit, c'est payé dans le pays d'origine, mais il y a des distorsions qui existent quand dans le pays, par exemple, d'accueil, il n'y a pas de salaire minimal ou un salaire minimal qui est un peu biaisé. On peut avoir des travailleurs détachés à très faible coût. Vincent, une question encore pour parler d'emploi qui nous vient de France Bleu Auvergne. Effectivement, on va parler chômage, Monsieur Macron. C'est la question qui est la préoccupation essentielle des familles dans notre pays, la question du chômage. Donc en Auvergne, à Thiers, on a lancé cette semaine l'expérimentation de l'opération Zéro chômeur longue durée. Ces zones dans lesquelles finalement, plutôt que de payer des indemnisations au chômage, on va permettre de créer des CDI pour des chômeurs qui ne retrouvaient pas de travail. Est-ce que ce genre de mesure pourrait être un remède à cette question ? Je rappelle que le chômage de longue durée, c'est plus de 2 millions de chômeurs sur les 5 millions que compte. Alors, c'est une initiative qui avait été lancée par ATD Quart Monde, qui a ensuite fait l'objet d'un projet de loi porté par Laurent Grand-Guillaume et qui a fait d'ailleurs l'objet d'un vote à l'unanimité. Je pense que c'est une très bonne chose. Elle permet à des chômeurs de longue durée d'avoir des débouchés dans l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est un projet qui peut être généralisé tout de suite de manière raisonnable ? Non, il faut encourager les expérimentations, l'utiliser. C'est un des remèdes, il n'y en a pas qu'un. Moi, je pense que derrière ça, qu'est-ce qu'il faut ? Quel est la remède au chômage ? La première, c'est d'avoir une vraie relance économique. C'est pour ça que ce que je propose, c'est ce New Deal européen. La France fait des réformes et en même temps, on relance le couple franco et l'Allemagne pour avoir un vrai investissement et une zone euro qui a de la croissance et de l'activité et du carnet de commandes. Deuxième chose, renforcer la compétitivité et l'attractivité. Baisse de l'impôt sur les sociétés, baisse des cotisations sociales patronales et réforme du marché du travail pour avoir plus de flexibilité. C'est ça qui permet de créer plus d'emplois ou d'en détruire moins. Troisième chose, qui est très cohérente avec l'initiative ATD Quart Monde, et ce que vous venez d'évoquer, c'est la formation des chômeurs de longue durée. Le problème que nous avons en France, c'est en effet un problème où vous avez entre 1,5 et 2 millions de nos chômeurs dont la difficulté est qu'ils n'ont plus les qualifications pour retrouver un emploi. Et là-dessus, rien ne sert de dire je vais réduire la durée de leur indemnisation. Il faut les reformer. Et nous aurons de plus en plus ce défi à vivre dans une économie qui se transforme par le numérique. Ce qui suppose d'avoir un appareil de formation continue profondément différent. C'est pourquoi dans mon programme, je propose une réforme en profondeur de notre formation continue pour mieux l'évaluer, la rendre plus transparente et permettre d'ailleurs à des personnes qui sont au chômage de bénéficier de la formation continue de tous les secteurs sur la base d'un bilan de compétences. Mais surtout derrière, dans mon plan d'investissement de 50 milliards d'euros, il y a tout un volet formation, en particulier formation des chômeurs de longue durée et des jeunes, qui est absolument structurant et qui complète l'initiative que vous venez d'évoquer. Et juste une question concernant toujours le chômage, parce que c'est quand même la question essentielle. Chômage de longue durée, certes. Il y a aussi la question de la gestion de la question du chômage. Est-ce qu'il ne faudrait pas régionaliser ? C'est en train de se mettre en place avec le plan 500 000 formations, par exemple, dans les Hauts-de-France, où visiblement ça commence à prendre forme, c'est-à-dire qu'on met en adéquation les problèmes de chômage et les problèmes de besoins des entreprises. Les régions doivent être autour de la table, ainsi que les branches professionnelles. Est-ce qu'elles doivent devenir pilotes ? Pour permettre l'allocation. Pilote et stratège, non. Pourquoi ? Parce que si demain vous tombez au chômage, moi je propose une vraie réforme
qui est que l'État reprenne sa place dans le système, puisqu'aujourd'hui... C'est la nationalisation de l'UNEDIC. Non, je n'emploierai pas ce terme qui est un terme qui fait peur et qui est impropre, c'est d'aller vers un régime tripartite comme nous l'avons fait pour l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un régime paritaire qui n'est financé que par les cotisations sociales et qui n'est géré que par les partenaires sociaux. Simplement, l'État en garantit les déficits, il s'élève aujourd'hui à plus de 30 milliards d'euros. Donc c'est un système où vous payez en fait, mais vous ne gérez pas. Moi, je propose que l'État, comme on l'a fait sur l'assurance maladie, reprenne la main. Les partenaires sociaux sont présents autour de la table. C'est financé par la CSG et pas par les cotisations. Et ce qui permet derrière un système de droits et devoirs. Tout le monde est assuré face au chômage, y compris les artisans, les commerçants, les agriculteurs qui nous écoutent ou les entrepreneurs qui ne le sont pas aujourd'hui. Mais c'est un système de droits et devoirs. Ça ne va pas entraîner une baisse des indemnités ? Non, ça n'entraînera pas de baisse, ça entraîne plus de contrôle. C'est-à-dire que vous n'avez pas un droit A parce que vous n'avez pas cotisé pour avoir droit à être indemnisé X temps. Tout le monde y a droit. Par contre, je vous fais un bilan de compétences dès le début. Et ce bilan de compétences fait que je vous propose des emplois qui correspondent à des emplois décents. Vous pouvez en refuser 2, mais pas 3, sinon vous perdez vos droits. Ce qui là aussi est un problème souvent constaté sur le terrain. Et donc dans ce cadre-là, les régions sont des acteurs importants pour aider à proposer des emplois, à rapprocher l'offre et la demande, ou les formations pertinentes. Par contre, si vous tombez au chômage demain, eh bien, ça n'est pas la région qui est le meilleur acteur pour vous dire, 1, quelle est la meilleure formation pour trouver un emploi en France, et 2, peut-être qu'avec votre qualification, vous allez avoir un emploi dans la région voisine. Et donc vous voyez bien que si on régionalise tout, on va aussi recréer des barrières ou des petites murailles. Donc il faut que le pilotage, la stratégie soit nationale. Par contre, il faut que les opérateurs soient les régions et les branches professionnelles, et là qu'elles soient très intimement associées. Question transport à présent, question de France Bleu Toulouse. Alors, la question de France Bleu Toulouse est toute simple. Il s'agit d'une promesse qui avait été de dire qu'un jour le TGV arriverait en gare de Toulouse. Et la semaine dernière, eh bien, Guillaume Pépy a dit que Paris-Bordeaux serait la dernière ligne à grande vitesse avant longtemps. Alors, vous imaginez les mois à Toulouse. Je sais que vous n'êtes pas pour le tout TGV, vous le dites dans votre programme. Néanmoins, faut-il poursuivre ce développement et notamment répondre aux attentes d'un certain nombre d'habitants de ce pays ? Là-dessus, ces déclarations n'engagent que le président de la SNCF. Je l'ai déjà dit, moi je suis pour les infrastructures de transport pertinentes. Je ne suis pas pour les grands plans nationaux où on promet partout du TGV et de l'autoroute ou des aéroports de proximité. On l'a fait. Il y a eu un grand schéma qui a été fait de mémoire en 2010 ou 2011 de plus de 300 milliards d'euros, des promesses à tout le monde, on ne l'a pas ensuite livré. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ces sujets, en particulier le sujet Toulouse. Moi, je veux que dès le début du quinquennat, on pose, sur la base d'ailleurs des travaux du rapport Mobilité 21, le rapport de Duron, du député Duron, qu'on pose justement des stratégies territoriales, et j'associerai là-dessus les territoires, les professionnels des travaux publics, les professionnels de la mobilité, pour qu'on définisse territoire par territoire où sont les priorités. La priorité, c'est que tous les points du territoire soient reliés de la manière la plus contemporaine possible à la zone d'activité économique ou la métropole pertinente pour lui. Mais concrètement, est-ce que ce sont les cars Macron, par exemple, qui ont vocation à assurer des dessertes non rentables de la SNCF ? Non, d'abord, les cars Macron, comme vous dites, la SNCF ne les a pas attendus pour développer des lignes de cars là où les lignes étaient plus rentables. J'ai permis le développement dans des endroits où il n'y avait pas de lignes existantes. Ce que je dis simplement, c'est que par exemple pour Toulouse-Paris, il y a une navette Air France qui est très pertinente. Est-ce que ma priorité en termes d'infrastructure de transport, c'est de redéployer énormément d'argent pour venir par le train doublonner quelque chose qui existe par l'avion ? Ce sera une vraie question. Je ne veux pas la trancher aujourd'hui parce que je ne veux pas faire de l'électoralisme. Mais c'est une vraie question qu'on doit se poser. À côté de ça, vous avez d'autres points du territoire qui ne sont pas reliés de manière pertinente, qui n'ont pas les 2 fois 2 voies nécessaires, qui n'ont pas les dessertes. Il y a tout le sujet de la rocade de Toulouse, qui est un sujet très important de désengorgement, qui me paraît, lui, très prioritaire, qui est un vrai sujet de travaux publics. Il y a les axes autoroutiers qu'on connaît aussi dans la région qui sont prioritaires. Donc, il faudra hiérarchiser les priorités. Moi, je ne fais pas de démagogie, je vous donne une méthode. La méthode, c'est que on définira pour tout le territoire les axes et les modalités prioritaires. Vous donnez la méthode, mais vous tranchez après. Et après, je tranche pour avoir un plan quinquennal avec une commission de suivi. Qu'est-ce qui a arrêté les choses depuis 10 ans ? Le stop and go, comme on dit. On décidait puis on arrêtait. Le manque de visibilité, le manque de temps long. Moi, je veux une stratégie quinquennale qui reposera sur cette méthode au début avec une commission de suivi partisane. Mais pour moi, il ne faut pas opposer les modes de transport. Je suis pour la multimodalité. Pourquoi j'ai développé les cars ? Parce qu'il y a des tas d'endroits où il n'y a pas de rail.
Et il y a des tas d'endroits où les gens ne se déplaçaient plus parce qu'il n'y avait pas le train, qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour avoir un véhicule personnel. Parce que le covoiturage existait et que le car, parfois, a permis de s'y substituer. Les rapports récents sur l'ouverture des cars qui ont été décidés par la loi que j'ai eu l'honneur de porter ont montré qu'il y avait aujourd'hui des millions de Français qui se déplaçaient. Près d'1 million ne se déplaçaient pas du tout et le font grâce à ces cars. Je m'en félicite. Alors nous sommes toujours en direct sur LCP avec Vincent Mangin, notre partenaire de France Bleu. Vous êtes notre invité Emmanuel Macron. Nous passons tout de suite aux questions de méthode. Emmanuel Macron va se placer dans la configuration où vous êtes élu le 7 mai prochain. Quel chef d'État allez-vous rencontrer pour votre premier déplacement en tant que président? La chancelière Merkel, de manière évidente, parce que l'Allemagne est notre premier partenaire, à la fois sur le plan historique, stratégique, politique, et puis évidemment pour faire avancer l'Union européenne. Une union à 2 vitesses? Mais l'Union est d'ores et déjà à plusieurs vitesses. Vous avez l'Union européenne, vous avez l'espace Schengen, vous avez la zone euro. Et simplement, cette Europe, quel que soit son cercle, elle a besoin d'une avant-garde ambitieuse. Et le couple franco-allemand est le début de cette avant-garde. Moi, je veux une relation de confiance très forte. Je l'ai portée d'ailleurs tout au long de cette campagne. Je suis le seul à avoir porté la relation franco-allemande avec cet esprit de responsabilité et de complet. Parce qu'on peut dire je suis pour le couple franco-allemand. Si à côté on va dire du mal de l'Allemagne sur tous les autres sujets, ça marche moins bien. Donc j'irai, ou je verrai la chancelière pour justement à la fois partager nos stratégies réciproques, essayer de construire une feuille de route commune et rénovée sur l'Europe. Vous allez devoir choisir un Premier ministre, Monsieur Macron. Quels seront vos critères? Est-ce que Jean-Yves Le Drian ferait un bon Premier ministre? Les critères, ils sont assez simples. Le premier, c'est la compétence. Nous sommes dans un moment de notre pays extrêmement important. Moi, je veux une équipe gouvernementale très resserrée, avec donc peu de ministres, mais ça veut dire des ministres forts. 15 ministres? Pas de secrétaire d'État? Autour de 15 ministres. Je ne vais pas ici en donner la liste. Pas de secrétaire d'État? Je ne souhaite pas avoir des secrétaires d'État à compétences ministérielles. Moi, je crois au système où les secrétaires d'État sont des soutiens d'un ministre, mais permettent justement sur des fonctions diverses, mais non pas une compétence ministérielle. Je veux des ministres qui soient les vrais directeurs, les vrais patrons de leurs administrations, qui aient une responsabilité large, et donc avec une équipe resserrée, parce que je crois à la collégialité. Moi, je veux une équipe gouvernementale qui puisse discuter sur le fond des affaires de l'État, en partager les réflexions et en partager les contraintes. Donc il faut une équipe resserrée. Pour moi, le Premier ministre, il doit donc avoir la légitimité, la compétence pour diriger une telle équipe. Ensuite, c'est quelqu'un qui doit avoir une bonne connaissance parlementaire, puisque c'est le cœur de la fonction du Premier ministre, ce sera de faire vivre notre majorité parlementaire. Et dans ce cadre-là, je prendrai la décision en choisissant la meilleure personne. Je l'ai dit, si je le peux, je privilégierai une femme. Je ne suis pas en train de dire que je vais nommer une femme Premier ministre. Votre Premier ministre, il sera de gauche ou de droite? Ça m'importe peu. Mais ça colore la majorité. Non, parce que la majorité, comme le gouvernement, eh bien, seront le fruit à la fois du renouvellement profond que je veux porter. Il y aura donc dans mon gouvernement des femmes et des hommes qui viennent de la société civile, qui auront leur première expérience politique, mais qui seront des gens d'expérience dans la vie de l'entreprise, dans l'associatif, dans l'université ou autre. Et de même au Parlement, il y aura au moins la moitié de nouveaux députés. Et ensuite, je l'ai dit, il y aura un principe de pluralisme. C'est-à-dire qu'il y aura des femmes et des hommes dans le gouvernement comme dans la majorité parlementaire qui viendront de toutes les familles politiques qui constituent aujourd'hui l'ADN d'En Marche. C'est-à-dire des sociodémocrates réformateurs, des radicaux de gauche, des écologistes raisonnables, des centristes, du centre-droit, des gaullistes sociaux et de cette droite sociale libérale européenne. Voilà, toutes ces familles aujourd'hui qui rejoignent progressivement. Et donc, il y aura à la fois nouveaux et puis des femmes et des hommes d'expérience. Le Premier ministre sera dans cette cohérence. En quoi vous serez un président différent de vos prédécesseurs? D'abord, si vous me placez dans cette hypothèse, je crois que le fait même d'être élu, la nature de l'offre politique que je porte et de la démarche que j'ai portée sont radicalement différentes. Je ne suis pas le fruit d'une alternance liée au tic-tac entre la droite et la gauche. Et donc, il y aura de fait une vraie recomposition de notre vie politique et de ce que je porte. Je pense qu'en même temps, à la fois la réconciliation cohérente que je propose
et le projet progressiste assumé sont de nature à réveiller des initiatives très fortes au niveau de la société. Et donc, moi, j'aurai une façon aussi de présider qui, redonnera de la place au gouvernement. Je l'ai dit, présider, ça n'est pas gouverner. Donc moi, je me concentrerai sur quelques chantiers prioritaires. Pour ça aussi que je veux un Premier ministre fort, avec une équipe forte. Et ensuite, je veux qu'on redonne beaucoup plus de place à l'initiative de terrain, à la société civile. Je veux un État qui légifère beaucoup moins, qui évalue davantage, qui passe plus de temps à évaluer. Et donc, je veux qu'on donne plus de place aux fonctionnaires de terrain, aux élus locaux et aux initiatives venant de la société civile. Quelle part de la société civile dans votre gouvernement ? Oh, écoutez, au moins un tiers. Un tiers. Monsieur Macron, vous avez donc un gouvernement compétent, ouvert, on l'a compris. Votre première mesure en tant que président ? Je ne reviendrai pas ici sur les mesures symboliques ou des choix qui peuvent être faits, mais les premières réformes que j'entends porter, c'est la réforme du marché du travail, avec cette transformation profonde qui va vers une république contractuelle où je propose de laisser les principes au niveau de la loi et de renvoyer beaucoup plus de place à l'accord d'entreprise et l'accord de branche. Ensuite, c'est la réforme de la formation professionnelle que je viens de mentionner et la réforme de l'école. Quel rôle aura votre femme, Brigitte Trogneux ? Elle s'appelle Brigitte Macron maintenant, depuis quelques années. Elle aura le rôle qu'elle a déjà aujourd'hui à mes côtés. Elle n'aura pas un rôle de collaborateur, elle ne sera pas rémunérée par l'État, mais elle aura un rôle officiel, et je souhaite à cet égard d'ailleurs qu'on puisse le formaliser. Parce qu'il faut faire évoluer le statut de première dame ? Mais il n'y en a pas vraiment en fait aujourd'hui, de première dame ou de premier homme. Mais il n'y a pas aujourd'hui un tel statut. Or, les contraintes que vous avez sur votre vie personnelle, la nature des attentes de nos concitoyens et le rôle symbolique qui a d'ailleurs à plusieurs reprises été joué de fait par les premières dames sur certains sujets, mérite, je pense, une clarification qui est attendue d'ailleurs de nos concitoyens aujourd'hui, parce que la question se pose de savoir si... Donc vous voulez un statut clair pour la première dame ? Je le souhaite, oui, y compris pour savoir quels sont les moyens mis à disposition, dans quel cadre, quelles sont les fonctions retenues. Elle aura un cabinet à l'Élysée ? Mais c'est toute la question qui se pose, et là-dessus, moi, je souhaite que les choses soient mises à plat et qu'il y ait une vraie réflexion qui soit formalisée et qui puisse donner lieu à une décision que je formaliserai. Mais je ne serai ni dans la situation de fait, c'est-à-dire je ne veux pas avoir mon épouse qui travaille dans mon cabinet ou qui devient un membre de mon cabinet, je pense que ce n'est pas sain, ni dans une situation hypocrite où je cache le fait que je vis avec quelqu'un, que c'est important pour l'équilibre du couple et que c'est la réalité de ce que je propose aux Français. Au mois de juin se tiendront les législatives. Monsieur Macron, vous comptez obtenir une majorité parlementaire, j'imagine. Et comment va-t-elle se constituer ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez finalement des soutiens de toutes sortes, de tous bords. Comment est-ce que vous imaginez la situation au mois de juin ? D'abord, il ne faut pas confondre les soutiens et les investitures. Il y a chaque jour des femmes et des hommes du champ politique qui indiquent leur soutien à ma candidature ou le fait qu'ils veuillent voter pour mon programme et pour votre serviteur. Ça ne veut pas dire qu'ils seront candidats à des législatives ou qu'ils les intégreront quelques majorités. Il y aura, dans les semaines qui viennent, des investitures qui seront faites. À quel moment, puisque vous les avez décalées après la présidentielle ? Non. Elles seront finalisées après la présidentielle. C'est logique, puisqu'elles sont l'émanation d'une majorité présidentielle. Mais il y aura, sous une étiquette de majorité présidentielle, 577 investitures. Par vagues successives ? Par vagues successives. J'ai, depuis plusieurs semaines, lancé un travail important qui est conduit par une commission nationale d'investiture indépendante, présidée par Jean-Paul Delevoye, qui a examiné près de 13 000 candidatures et qui, aujourd'hui, est en situation de proposer des candidats dans les 577 circonscriptions. Je n'exclus pas de proposer, en tout cas, une première vague d'investiture avant les élections présidentielles. Il y aura des investitures dans les semaines qui suivront le premier tour et tout cela sera finalisé après le deuxième tour. Et donc, vous aurez 577 candidats qui porteront les couleurs d'une majorité présidentielle et qui seront donc les candidats du progressisme. Donc pas forcément sous l'étiquette En Marche.
C'est l'étiquette En Marche aujourd'hui, tout à fait. Majorité présidentielle, il peut y avoir des accords avec d'autres formations politiques. On pourrait avoir l'étiquette PS, majorité présidentielle, non, MoDem, majorité présidentielle. Il y a un cas très spécifique qui est le cas de l'alliance que nous avons conclue avec François Bayrou. Pourquoi ? Parce que François Bayrou était en situation de se présenter à l'élection présidentielle, il a souhaité nous rejoindre. Et donc il a une identité propre reconnue. Donc il y aura des députés MoDem dans cette majorité qui seront présidentielle. dans la majorité présidentielle, tout à fait. Pour ce qui est des autres formations politiques, non. Toutes et tous seront complètement dans le mouvement En Marche. Il n'y aura pas d'accord d'appareil avec d'autres partis. Là-dessus, j'ai toujours été très clair. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leur candidat. Et c'est tout à fait légitime et c'est leur choix. Et moi, je ne fonctionne pas avec des accords d'appareil. Donc, il y aura 577 investitures. Ces 577 investitures, elles porteront les couleurs du progressisme. Ce seront des femmes et des hommes qui, pour au moins la moitié, accéderont pour la première fois à un mandat de parlementaire, et je le souhaite, je m'en félicite, et je pense que c'est un renouvellement de notre vie politique qui est très important. On aura fait l'examen de leurs compétences, de leur probité. Personne ne sera investi avec un casier judiciaire B2 ou avec une peine d'inéligibilité préalable, ce que les deux autres grands partis ne font pas. Et il y aura un critère strict de parité, et tous et toutes se seront engagés sur le programme que je porte. Est-ce que En Marche disparaît après la présidentielle ? Non, pourquoi voulez-vous qu'En Marche disparaisse ? En Marche porte justement ce progressisme, et donc mon souhait, c'est qu'En Marche devienne ce cœur vibrant d'une majorité présidentielle. Dernière question, puisque nous sommes ici à l'Assemblée, vous avez été quelque peu meurtri par l'utilisation du 49.3 pour votre loi Macron. Est-ce que vous souhaitez supprimer cet article de la Constitution hors texte budgétaire ? Absolument pas. Je suis favorable au parlementarisme rationalisé. Je n'ai pas été meurtri, comme on a dit. Ça a été un choix assumé, et là-dessus beaucoup de choses ont été dites, et moi j'ai vu comment les choses se sont passées. J'ai été déçu compte tenu de tout le travail qui a été fait, parce que j'ai passé dans cette maison beaucoup de temps. Et 437 heures de débat. Et d'ailleurs un temps heureux, parce que j'ai aimé débattre et convaincre, mais j'ai été déçu plutôt du comportement de celles et ceux qui ont décidé parfois au dernier moment, au moment du vote final, de revenir sur des postures d'appareil plutôt que sur la cohérence des discussions que nous avions tenues. Voilà. Donc c'est ça qui m'a déçu. Mais après, le 49.3, il a été utilisé en responsabilité par le Premier ministre et le Président de la République. Mais c'est un instrument. Donc moi, je crois qu'il faut mettre un peu plus de proportionnel. Ça, je le souhaite. Et je souhaite qu'on avance dans ce sens d'une dose de proportionnel pour améliorer la représentativité des forces politiques et mettre dans l'Assemblée les débats du pays. Par contre, je pense qu'il faut qu'on puisse continuer à avancer et fonctionner. Et donc, le 49.3 reste un instrument pertinent. Alors, nous sommes toujours en direct sur LCP pour Questions de méthode avec notre partenaire France Bleu. Et il est l'heure des questions d'actualité. Alors, Emmanuel Macron, c'est tout frais. Comment accueillez-vous le soutien ce matin de l'ancien ministre de la Justice, de Jacques Chirac, Dominique Perben, et celui de Thierry Braillard ? Mais écoutez, avec toujours beaucoup, moi, de satisfaction quand les choses se font sur une base de conviction. Je connais bien Thierry Braillard pour ce qui le concerne, et donc il est du Parti radical. Il est de cette sensibilité de centre-gauche qui se retrouve dans les valeurs de notre mouvement. Pour ce qui est de Dominique Perben, j'ai surtout lu avec beaucoup d'attention et d'intérêt sa tribune, et c'est une adhésion de conviction et de fond, c'est ça qui m'importe. Et c'est la nature du projet pour la justice et la réforme de la justice que j'ai présenté la semaine dernière qui l'a convaincu et qui s'inscrit dans un programme qui le convainc. Et ça montre, si besoin était, que le progressisme que nous portons est équilibré. Et qu'il y a donc, en l'espèce, un homme politique de droite qui a eu des responsabilités éminentes dans des gouvernements successifs, dont la sensibilité est affirmée et reconnue, qui se retrouve dans le projet que je porte. Et donc on voit bien que nous sommes un projet qui permet de retrouver et de rassembler des femmes et des hommes d'horizons et d'histoires politiques différentes. Et moi je suis très honoré et fier que
Dominique Perben se retrouve dans le projet que nous portons pour la justice. Emmanuel Macron, en tant que candidat à la présidentielle, vous avez transmis votre patrimoine à la haute autorité, au Conseil constitutionnel qui l'a transmis à la haute autorité. Anticor s'était déjà penché dessus et l'association avait pointé un manque de cohérence entre les revenus déclarés et le patrimoine. Il est vrai que vous avez gagné chez Rothschild 2,8 millions d'euros net entre 2009 et 2012. Or, aujourd'hui, quand on regarde cette déclaration, vous disposez d'un patrimoine de 336 000 euros. Comment vous expliquez cet écart ? Alors, de manière très simple, d'abord, je tiens à préciser par rapport à tous les débats qu'il y a par ailleurs, qu'on parle de sommes, de montants, qui ne correspondent en rien à une activité que j'ai pu avoir dans la sphère publique ou des responsabilités politiques. C'est de l'argent que j'ai gagné lorsque j'étais dans le secteur privé. Je dis ça parce que par rapport aux affaires, aux commentaires qu'on peut avoir sur d'autres cas, ce sont des situations où les autres candidats concernés, eux, ont gagné beaucoup d'argent dans des fonctions de conseil attenantes à des responsabilités politiques. Faites référence à François Fillon. Oui, mais c'est très clair parce que pour moi, c'est une vraie différence. Je n'ai jamais été en conflit d'intérêts. Jamais. Donc, durant cette période, cet argent que j'ai gagné, j'ai payé des impôts et des charges sociales qui ne sont pas bien calculées par nos amis, parce que quand vous êtes un indépendant, vous payez les charges patronales et salariales. J'ai ensuite effectué des travaux importants qui ont d'ailleurs conduit à valoriser la maison de famille de mon épouse et des travaux que j'avais dans mon appartement à Paris. Et il restait ensuite un petit peu d'argent sur mon compte. Tout ça a été transmis à la Haute Autorité de Transparence de la vie publique. Lorsque j'ai quitté l'Élysée, lorsque je suis devenu ministre, que j'ai quitté ma fonction de ministre, et à nouveau aujourd'hui. J'ai fait l'objet, comme tout ministre, d'un contrôle fiscal étendu, lorsque j'ai été nommé à l'été 2014. Donc, tous les éléments ont été transmis à ces autorités compétentes. Anticor, moi je m'en suis félicité, a saisi la Haute Autorité. Si la Haute Autorité avait vu une anomalie, elle l'aurait rendue publique, comme elle l'a fait pour le cas de Marine Le Pen ou comme elle l'a fait pour le cas de La Haute François Autorité Fillon. n'enquête pas, c'est une simple déclaration. Non, la Haute Autorité regarde s'il y a des anomalies. Et donc, j'ai fait l'objet pour ma part des diligences fiscales et des diligences de la Haute Autorité qui n'ont pas vu d'anomalie. Enfin, votre collègue du journal du dimanche, dernier, dimanche en 8, a très bien montré et a très bien démontré cette affaire et son inanité. Il n'y a aucune trace de la maison du Touquet, vous l'avez dit, qui appartient à votre femme. Si, je la signale. Elle est signalée dans la déclaration, ce qui n'est d'ailleurs, je vais au-delà de ce qui est requis. Normalement, dans cette déclaration, je ne devrais pas signaler la présence de ce domicile, comme fiscalement, il est évidemment chez nous, je l'ai signalé. Ça veut dire que vous êtes toujours assujetti à l'ISF ? Ça veut dire que j'ai été l'année dernière assujetti à l'ISF pour une somme de 1 500, je crois, euros, quelque chose comme ça. Monsieur Macron, est-ce qu'il est tabou de parler d'argent en France ? Pour ce qui me concerne, non. Ce qui est compliqué, c'est que la France est traumatisée par ces sujets. Moi, je le dis souvent, avec l'argent, il ne faut être ni fasciné, ni dans la détestation. Le problème commence quand vous ne faites plus que vivre pour l'argent. Donc les gens qui ont besoin d'argent, qui sont fascinés par l'argent, ça n'est jamais bon. La cupidité conduit à des comportements déviants ou à des choix qui ne sont pas rationnels. Et en même temps, ceux qui détestent l'argent, c'est toujours suspect. Donc moi, j'ai un rapport neutre avec l'argent. J'en ai bien gagné dans ma vie. J'ai payé beaucoup d'impôts, j'en ai été fier. Et puis j'ai fait le choix d'en gagner moins. Et aujourd'hui, je vis très bien avec ce que j'ai. Est-ce que vous avez été choqué par le terme de candidat de l'argent employé par Benoît Hamon ? Choqué. Vous savez, on n'est pas choqué dans une campagne, surtout quand elle atteint les niveaux de violence que nous connaissons aujourd'hui. J'ai trouvé que pour ce qui me concerne, c'était déplacé. Et je considère que M. Hamon met son énergie ou sa rancœur au mauvais endroit. François Fillon a dénoncé hier une machination derrière les fuites organisées dans la presse. Il a dénoncé une orchestration menée par les services de l'État. Pour vous, qui est à la manœuvre ? Je pense que quand on aspire aux plus hautes fonctions et à être le garant des institutions, on doit prendre ses responsabilités, sinon on affaiblit tout le monde. François Fillon a parfois appelé à manifester contre la justice, a critiqué l'impartialité de la justice et maintenant dénonce des machinations. Si le complotisme est un refuge, qu'il le garde secret. Parce qu'il ne faut pas fragiliser l'autorité. Il n'aurait pas dû judiciaire. être candidat à l'élection présidentielle, vous à sa place, vous ne l'auriez pas été ? C'est son affaire. C'est son affaire, avec les juges, avec sa conscience et avec son camp politique. Mais je dis juste,
n'affaiblissons pas la justice et notre système. S'il y avait une machination, pardon, mais il ne me semble pas qu'elle serait au cœur des services de l'État ou de tel parti, parce qu'elle n'aurait pas touché il y a quelques jours le ministre de l'Intérieur. Donc si besoin était, la récente affaire qui a touché Bruno Le Roux a montré d'une part que ces sujets-là pouvaient toucher tous les camps, et d'autre part que la justice était diligente dans tous les cas. Voilà. Beaucoup Donc, d'électeurs. Je pense qu'il faut arrêter avec ces sujets-là. Il faut parler du fond, de la vie du pays, comme on le fait depuis tout à l'heure. Mais il ne faut pas non plus que celles et ceux qui sont pris dans des affaires fragilisent notre justice ou mènent des combats complotistes qui sont déplacés. Beaucoup d'électeurs de gauche font référence au vote utile pour éviter un second tour entre François Fillon et Marine Le Pen. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être un président par défaut? Écoutez, on m'a tout fait depuis le début. J'étais un traître, un aventurier, un homme seul, une bulle, j'en oublie sans doute. Si c'est la prochaine étape, je la franchirai avec le même plaisir. Ce qui m'importe, c'est de porter mes idées, mes convictions, de convaincre nos concitoyens de gagner et de présider avec conviction, optimisme, confiance dans le pays, de conduire des réformes nécessaires qui parfois seront difficiles, mais de le faire dans ce même esprit. Les commentaires et les qualifications m'importent peu. Merci Emmanuel Macron d'avoir été avec nous ce matin.